Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors ça fait un bon bout de temps qu'on s'est pas vu avant qu'on commence officiellement la vidéo. La dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne c'était une mise à jour sur la situation de Johnny Depp et Amber Heard. Je vous rappelle cela parce que cette vidéo a été démonétisée, donc je sais que la majorité d'entre vous n'avez pas reçu une notification quand j'ai posté cette vidéo aussi. Je sais que vous m'avez dit si ça arrive de juste faire une publication sur la section communauté de la chaîne YouTube, mais le problème c'est que une vidéo est démonétisée et que tu postes une publication pour dire bon voilà le lien de la vidéo, cliquez, allez regarder. La publication aussi elle est suppressée, elle n'est pas montrée à tout le monde, voire presque personne, parce que bon ils ont pris la décision de démonétiser, ça va rien changer même si tu fais une publication. Bon, petite annonce assez importante. Et aussi un autre truc, c'est par rapport aux notifications, parce que vous êtes nombreux à me dire que vous ne recevez plus vos notifications. Vous me dites aussi qu'il y a certaines vidéos qui ne s'affichent pas chez vous. Après mes recherches, après avoir contacté même certains youtubeurs que je regarde depuis assez longtemps, ça m'a fait savoir qu'il y avait un paramètre dans vos réglages qu'il faut désactiver si vous voulez être au courant de qu'est-ce que je poste. Et ça c'est pas juste moi, c'est vos youtubeurs préférés aussi. En fait je suis en train de vous parler du mode restriction mode. C'est absolument tout le monde a cette option là. Il faut que vous assurez que ça soit désactivé en tout temps. Généralement c'est les parents qui activent ce mode là pour ne pas que les jeunes, les enfants etc tombent sur de mauvaises vidéos, bien des vidéos trop explicites etc. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma chaîne quand ce mode là est activé et quand il est désactivé. Comme vous pouvez le constater, c'est littéralement la majorité de mes vidéos qui disparaît. Assez étonnamment, même les vidéos qui ont disparu c'est les vidéos qui ont le moins de vues sur ma chaîne, donc ça vous donne un peu une idée de c'est quoi cette super chérie là. Et même ceux qui l'ont activé, je ne sais même pas comment ils vont voir ces vidéos là justement pour désactiver, pour se rendre compte que c'est pour ça qu'ils ne me voient plus. Si vous regardez ma page avec ce mode là activé, vous allez littéralement penser que j'ai abandonné YouTube, je poste plus. Bref, après si vous avez tout ça d'activer ou bien tous ces autres trucs là de désactiver et vous ne voyez quand même pas mon contenu, listen, ça fait 1000 ans on vous dit que YouTube est gâté. On n'est pas en train de vanter les choses, c'est la vérité. La plateforme est gâtée. À la place d'arranger les choses, eux ils viennent nous enlever le bouton dislike. Bref, trêve de bavardage, j'ai dit tout ce qu'il y avait d'important à dire. Maintenant on commence officiellement la vidéo actu. Aujourd'hui on a 5 sujets comme toujours pour éviter de faire une vidéo trop longue, mais en même temps pour pas qu'elle soit trop courte. Alors on va commencer point numéro 1 avec Miss Janet Jackson. Cette semaine, c'est un de ses anciens stylistes qui est venu nous parler. Et c'est par rapport à un événement en particulier qui est arrivé au début des années 2000, soit en 2004, quand elle a eu un problème avec son haut, quand elle était sur scène avec Justin Timberlake. Ce styliste-là est venu nous donner plus de détails sur l'accident et je voulais discuter de ça avec vous. Point numéro 2, on va parler de Miss Khloé Kardashian. Je vous apprends absolument rien de nouveau, ça fait au moins 2 semaines qu'on parle de ça. Une de ses assistantes a posté une photo d'elle non retouchée sur internet. Ils ont essayé de retirer la photo d'internet, chose qui est assez impossible à faire. Bien sûr, ça a fait l'effet contraire. Maintenant, tout le monde s'est mis à reposter cette photo non retouchée. Au milieu du buzz, elle était obligée de venir s'expliquer pourquoi elle voulait se débarrasser de cette photo-là, etc. Bon, on va discuter de la situation et vraiment la conclusion en fait de cette situation-là. Point numéro 3, on va parler de Miss Azealia Banks parce que pour une fois, je trouve qu'elle a absolument très bien utilisé sa plateforme, c'est-à-dire son compte Instagram. Bon, il y a quelques jours, elle a décidé de parler d'un gros problème en fait qu'il y a dans le monde de la musique etc. En même temps elle a comme indirectement exposé plusieurs producteurs. Bien sûr elle n'est pas sortie de nom, mais elle a décidé de parler de quelque chose de très important. Ça touche énormément d'artistes parce que ça fait des années qu'on voit des artistes mourir alors que leur mort aurait pu être évitée. En fait c'est le décès de l'artiste DMX qui l'a poussé à faire plusieurs vidéos sur Instagram pour expliquer son point de vue par rapport à qu'est-ce qui se passe, parce que bon, comme tout le monde, on est un peu fatigué de voir des géants de la musique mourir, de choses qui peuvent être prévenues et même évitées. Ensuite, on va parler de la série télé Damn. D'habitude, je ne fais pas vraiment d'annonce, quand je parle de sujets vraiment sensibles, etc. Mais je trouve que aujourd'hui, on va quand même parler de choses vraiment, bon, traumatisantes, quoi. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que bien évidemment, YouTube déteste ce genre de choses-là. Je pense même que juste pour avoir le nom de cette série-là dans mon titre ou dans mes tags, cette vidéo va se faire démonétiser et suppresser.
Moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé la série au complet et je ne compte pas terminer la série au complet. Je pensais vraiment que, tu sais, comme d'habitude, on parle pour rien. Peut-être qu'il y a quelque chose de bien qui va en sortir, mais au final, c'est que du trauma porn, comme on dit. Rien de plus, rien de moins, quoi. Et on va terminer la vidéo avec Black Lives Matter. Mon timing, il est un peu off, je vais pas vous mentir, parce qu'il se passe beaucoup de choses actuellement aux États-Unis et il y a beaucoup de gens qui risquent d'être un peu fâchés avec moi parce que je m'apprête à un peu critiquer le mouvement en quelque sorte. Mais c'est important qu'on parle de qu'est-ce qui est arrivé dernièrement. En fait, ce point-là, il touche une des fondatrices, si je peux dire, du mouvement, qui a comme utilisé l'argent du mouvement pour autre chose que venir en aide à la communauté noire, et je pense que c'est vraiment important de parler de la situation. Voilà les points d'aujourd'hui. On commence. Point numéro 1, Janet Jackson. Aujourd'hui, on parle du styliste de Janet, en fait celui qui s'est occupé de l'habiller en 2004 pour le Super Bowl. Bon, le nom du styliste, si jamais vous voulez savoir c'est qui, c'est Wayne Scott Lucas. Bref, en fait, il a été interviewé par le magazine Page Six. Il a discuté en fait de l'incident qui est arrivé sur scène et il a donné plus de détails en fait sur la situation. Techniquement là, c'était des détails qui étaient déjà là, qui existaient déjà, mais j'ai l'impression qu'il a juste renchéri ces informations là et puis il les a ramenées sur la table plusieurs années plus tard. Bon, il a dit déjà pour commencer que Janet et Justin, ils avaient fait un accord, ils allaient créer une petite situation comme ça sur scène pour faire parler d'eux, pour faire parler de la performance, etc. Mais en fait, c'était l'idée de Justin Timberlake. D'après le styliste, Justin, il a eu cette idée pour éclipser la performance que Britney Spears, son ex, elle avait faite avec Madonna et Christina Aguilera. Ça a buzzé, tout le monde a parlé de ça. En plus, Justin Timberlake, je pense qu'il était dans la foule. Il a voulu en quelque sorte se venger de ça ou bien juste éclipser en mode toi t'as fait ça, moi je vais faire meilleur. Il a décidé de se servir de Janet Jackson pour faire cela. Au début là, Janet était supposée de porter une robe. Et en dessous de la robe, elle devait porter un string, une perle, quelque chose comme ça. Je sais même pas si je peux vous montrer ça sur YouTube. Je pense pas que c'est trop osé pour que ça ne soit pas sur YouTube là, mais bon. Elle était supposée de porter ça en dessous d'une robe et Justin était supposé de venir soulever sa robe et puis dévoiler comme, you know, ses fesses. Et en fait, le styliste, il a dit à la dernière minute, ils lui ont mis d'autres vêtements. Elle portait un haut en cuir et en dessous, elle portait un haut rouge, une lingerie vraiment sexy, etc. Tu sais, il était supposé d'enlever le haut pour montrer un côté de sa poitrine, mais le truc c'est qu'elle porte quelque chose en bas. Donc c'était pas au sein dénudé qui était supposé d'être montré. Mais malheureusement, ils étaient sur scène, ils sont en train de performer, ça finit, il vient, il enlève son haut et oups, c'est tout le haut qui est parti. Je sais pas comment il a arraché ça. Genre, je comprenais pas vraiment pourquoi Janet elle avait accepté de faire ça, mais faut pas qu'on oublie au début, c'était pas supposé d'être son haut qui se fasse arracher, c'était supposé d'être sa robe qui se fait surlever et là boum, elle flash son string, etc. Ce truc qui m'énerve dans ces situations là, c'est de la manière dont la carrière de Janet elle a souffert après ça là. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces situations là en commentaire. Point numéro 2, maintenant on parle de Miss Khloé Kardashian et de sa fameuse photo qui a fuité. Bref, comme je l'ai dit dans l'intro, Miss Khloé Kardashian s'est fait exposer qui par sa propre assistante qui a soi-disant posté une photo d'elle non retouchée par accident. Au début, il y a certaines personnes qui disaient que c'était la grande-mère. Après, je ne sais pas si peut-être ils ont voulu épargner la grande-mère de tout ce bad buzz là, mais bref, ça a été redit que non, c'était une assistante. Avant qu'elle supprime la photo, c'était déjà trop tard. Bon, bien sûr, vous-même vous connaissez les gens d'internet. Ils ont commencé à reposter, oh my god, regarde le corps de Khloé Kardashian. Voilà, maintenant, Khloé, son équipe, tout le monde a commencé à paniquer. Ils ont carrément commencé à envoyer des documents de la cour, techniquement, en mode si t'enlèves pas ça, on va te poursuivre en justice. Il y a des gens qui ont carrément failli perdre leur compte Twitter pour avoir reposté la photo. C'était même pas juste sur Twitter, c'était aussi sur Instagram. Bon, avant que Khloé Kardashian vienne s'expliquer, c'est son équipe qui a parlé. Ils ont dit qu'ils voulaient que la photo soit supprimée parce que c'était une photo personnelle. Ils ont pas dit non, la meuf est insécure, elle veut pas que sa photo soit comme ça sur le net. Bien sûr, toute l'histoire a explosé et Khloé Kardashian, elle a fait plusieurs publications pour nous expliquer qu'est-ce qu'elle ressent face à cette situation-là. Je fais des paraphrases, bien sûr, mais elle disait ça, elle va continuer à faire tout ce qu'elle fait présentement. Elle va faire ce qu'elle veut de son corps, c'est son corps, pas notre corps. Après des années d'intimidation et d'insultes, etc. sur internet, c'est pas une surprise qu'elle a quand même des problèmes
problèmes d'estime de soi, elle a quand même des problèmes avec la manière dont elle se voit, etc. Bon, elle a dit si quelqu'un poste des photos qui sont pas belles d'elle, elle a totalement le droit de refuser que ces photos-là soient publiées à travers le web. Uniquement, elle a vraiment rejeté la faute sur nous, qui est sur le pourquoi elle se voit comme elle se voit. Elle néglige en fait le fait que sa famille, c'est comme ça qu'ils ont bâti un peu leur empire. Elle a plus rejeté la faute sur internet que sur sa famille. Ça, c'est un point que j'ai vu sur internet, je vais pas vous mentir, c'est pas le mien. Je trouvais que c'était un point assez intelligent. Mais écoute, on a vu la transformation de Kylie Jenner, la plus jeune quand même. Elle a carrément été forcée de devenir cette poupée Barbie là à un très jeune âge. En quelque sorte, sa famille ont posé les fondations parfaites pour que elle se sente obligée de faire tout ce qu'elle a fait pour avoir le corps et le visage qu'elle a aujourd'hui. Après, vous comprenez, elle va pas vraiment jeter sa famille et ses sœurs comme ça au-dessus du bus, mes frères. Faut que tu vois un peu la vérité en face. C'est comme Kylie qui blâme la manière dont elle se voyait sur de mauvaises rencontres entre elle et d'autres gens, des personnes qui se sont moquées d'elle, admettons à l'école. Mes frères, on sait que c'est pas juste ça là. Et on regarde juste ta grande sœur, qu'est-ce qu'elle a fait pour être la Kardashian la plus intéressante, et dès que t'as commencé à un peu copier justement le style de ta sœur, boum, tu deviens la King Kylie, you know, comme la Kardashian techniquement la plus intéressante. Je trouve que ça en dit beaucoup. Vraiment dommage. Moi, je trouve que ça, là, Chloé, ça aurait été l'opportunité parfaite en fait de te détacher un peu de cette famille et de leurs idéologies, je sais pas, un peu sombres là. Ça aurait été le moment parfait de dire fuck, ça c'est mon visage, this is me, je peux rien changer. Après, elle doit faire ça devant des millions de personnes, c'est pas évident. Après ça, commence à poster des photos de toi qui sont de moins en moins photoshopées et les gens ils vont applaudir ça. J'ai vu beaucoup de personnes la défendre, même s'ils étaient vraiment sévères dans leurs commentaires, c'était quand même en sa défense. Il devrait réellement utiliser cette opportunité là pour se sortir de son trou. Bref, ensuite on passe au prochain point qui est Miss Azealia Banks. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, Azealia Banks a décidé de faire plusieurs vidéos en réponse à la mort du rappeur DMX. Malheureusement, il est décédé suite à une overdose. C'est depuis l'âge environ de 14 ans qu'il a des problèmes de dépendance. Ce n'était pas de sa faute. Il a fumé un joint. L'adulte avec qui il était a mélangé la marijuana avec, je pense, la cocaïne, du crack, etc. Et c'est comme ça qu'il est devenu addict. Ce n'était pas un secret. Il parlait même de ça dans sa musique. Tout le monde était au courant des démons qu'il combattait. Alors c'est pour ça que Azealia Banks est venue nous expliquer, bon, la réalité de la chose. Elle dit qu'il y a plusieurs producteurs, directeurs, etc. qui sont au courant que leurs artistes ont des problèmes d'addiction, de dépendance, mais ils ne font rien pour intervenir. Elle a parlé aussi du fait que elle avait plein de problèmes avant. Bon, elle est bipolaire et avant, elle ne pouvait pas avoir de médecin, etc. Les producteurs, les gens qui s'occupaient d'elle, ils ne faisaient rien pour lui venir en aide. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui donnaient juste de l'alcool, etc. pour qu'elle monte sur scène, fasse le show et ils gagnent leur argent, etc. Elle a même parlé du fait que les gens lui disaient va faire la thérapie, pourquoi t'es assis là en train de faire des crises, etc. sur Instagram, ou bien faire ce genre de publication là. Mais elle a dit en fait qu'il y a plusieurs d'entre eux qui n'ont même pas les moyens en fait d'aller voir un psychologue ou un docteur, etc. parce que tout l'argent qu'ils gagnent est pris par la prod, ok? Les managers, etc. ils se gardent l'argent entre eux. L'artiste reçoit quelques pièces, ils ont assez pour les logements, les habits, tout ça là. Carrément, la majorité de vos artistes préférés vivent chèque par chèque, c'est même pas une blague. Avec qu'est-ce qui reste, il n'y a pas assez d'argent pour aller voir un docteur, etc. Tu sais, il a même cité le nom de Travis Scott, ok? Je sais pas si vous savez, mais c'est quand même plusieurs années quand même qu'on parle de Travis Scott et ses problèmes de consommation, etc. Tu sais, on a quand même perdu plusieurs personnes comme ça, Juice WRLD, Mac Miller, Prince, Amy Winehouse, plein de gens. Et des fois aussi là, c'est parce que ces personnes sont capables de produire de la musique, de la bonne musique, etc. que quand ils sont intoxiqués. Et on a certains qui ont peur que quand ils arrêtent de donner ces substances-là à leurs artistes, ben la musique devient nulle et après tout le monde n'a plus de travail. Et des fois aussi, il y a des artistes qui vont beaucoup morts.
c'est sombre, c'est fucked up. Moi, je vais pas vous le cacher là. Il y a des artistes, leur musique a réellement commencé à vendre que quand ils sont décédés. Et malheureusement, il y a plusieurs artistes qui ont signé vraiment des contrats peu désirables. L'argent va même pas à la famille de l'artiste. Donc carrément, il y en a qui vont pas intervenir. Et bon, l'artiste décède du moment que nous on gagne notre argent. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important que ce genre d'artistes là, tu sais, comme Azealia Banks, ils viennent nous parler de ce genre de problème là. À mon avis, tant que les gens ils ne viendront pas exposer ce genre de problématique là, justement ça va continuer. Et les contrats que les rappeurs, etc., artistes signent, leurs conditions, leur situation a commencé à s'améliorer, que quand les autres artistes qui étaient dans des mauvais contrats ont commencé à exposer leur situation. Bon, c'est un peu la même idée. Bref, maintenant on va parler de la série télé Them. Ça me fait juste penser au film Us de Jordan Peele. En même temps, la série, moi je trouve que ça a été copié un peu, inspiré de qu'est-ce que Jordan Peele il vient de nous apporter. Si vous savez pas c'est qui, un réalisateur de films, il y a quand même beaucoup d'années qu'il est dans le game, mais je dirais à partir de 2016 environ qu'on a commencé à beaucoup parler de lui. Je dirais qu'il est quand même expert dans le genre de l'horreur, etc. Et il a aussi travaillé sur la fameuse série Lovecraft Country. Moi je trouve même que la série Them, elle est un peu inspirée aussi de Lovecraft Country. Ça c'est sorti l'année passée et aussi c'est un peu ce ton 1950, racisme. Bien sûr la série parle de bien plus que ça. Ça touche plus au paranormal que le racisme. Bref, si on retourne vers la série Them, pour vous dire, moi j'ai l'impression qu'ils ont essayé justement de sauter sur cette vague là. Bon, je vais vous donner le synopsis un peu de la série. Comme je l'ai dit, ça parle des années 50 environ, 1950. C'est une famille noire qui vient emménager dans une communauté blanche. Ils quittent la Caroline du Nord pour aller s'installer à Los Angeles. Vous voyez la date, 1950 environ. Bien sûr que ça ne va pas très bien fonctionner. Quand ils se rendent sur les lieux, non seulement ils se font terroriser par les blancs du quartier, mais en plus de ça, il y a comme une force maléfique, ok, qui vit sous le même toit qu'eux. Et en plus de ça, la famille, quand tu regardes les premiers épisodes, etc., tu te rends compte que techniquement, genre, il y a des problèmes préexistants. Le père qui souffre de quand même maladie mentale et la mère aussi. Je dirais, le père, c'est plus stress post-traumatique et la mère, bon, elle n'est pas toute là. Et je trouve que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont utilisé dans un des posters de la série où tu vois que, bon, le visage est fragmenté, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est pour montrer les différentes personnalités. Et par moments, bon, est-ce que la mère, elle invente certaines choses ou est-ce que réellement il y a un problème dans la maison? Tu sais, c'est vraiment un mélange de chaos. Ok, il y a tellement de traumas, il y a tellement de chaos, il y a justement le racisme, etc. Ça devient dégoûtant que quand tu réalises que vraiment, c'est vraiment juste du trauma porn, comme on dit. C'est juste de la violence vide. On ne rentre pas en détail dans la situation. Exemple, voilà, cette famille-là, ils ont vécu quelque chose ou ils ont vécu ci, ça. Tu sais, les personnages ne sont pas assez développés en fait pour donner un sens à toute la violence qui est dans la série. La violence de la série, elle est justifiée derrière le fait que c'est une réalité. Arrivé à un moment dans l'histoire, les Afro-Américains vivaient tout ça. Donc il justifie toute la violence, le gore, viol, infanticide. Il y a même une scène, trigger warning, ok, si vous voulez pas entendre ça là, apprêtez-vous. Il y a une scène où un enfant est tué et la scène elle est dégueulasse. Il y a même une scène où des personnes noires sont tuées et ensuite de ça, leur corps comme est brûlé. Il y a aucune raison derrière toutes ces scènes là, juste à part le fait que c'est des événements historiques. Lovecraft Country, ils ont abordé le sujet du racisme, mais ils l'ont fait d'une bonne manière en fait. Justement, tu étais capable d'assimiler le contexte historique avec ce que tu voyais. Ce n'était pas juste de la violence pour que ça soit violent. Et j'ai l'impression qu'ils se cachent aussi derrière le fait que c'est une série d'horreur pour que ça soit aussi violent. Presque une salle remplie de personnes blanches qui se sont assis et qui ont écrit cette série-là, ça me dégoûte beaucoup. J'ai essayé de donner une chance même à la série. J'ai réalisé que c'était effectivement du trauma porn. Les personnages ne sont pas développés. C'est juste pour nous montrer de la violence. Vraiment, même l'aspect paranormal, il n'est pas assez développé, comme littéralement toute la violence du racisme, etc. prend trop de place. Ils auraient pu utiliser ça même pour parler de l'aspect mental, santé mentale, comment ça a affecté la communauté noire. C'est quelque chose
de beau quoi. Techniquement ils ont essayé de faire qu'est-ce que Jordan Peele il a réussi à faire, mais le truc c'est que Jordan Peele il a même souligné ces événements historiques là, admettons dans Lovecraft Country quand ils ont parlé de tout ça et ils ont expliqué justement les bombardements etc. Il l'a bien fait. Il y a des gens qui disent que on est un peu trop sensible et que notre sensibilité est en train d'effacer le passé et que c'est un passé à surligner. Ce n'est pas un passé à être surligné dans la fiction. Vous êtes en train de faire passer justement le traumatisme de la communauté noire comme quelque chose qui sort de la fiction. Si vous voulez réellement montrer qu'est-ce qui est arrivé à la communauté noire, juste faites un documentaire, c'est tout. Moi personnellement, je vous conseille pas de laisser ce genre de truc là passer. Bon, maintenant on va passer à Black Lives Matter. On va parler plus précisément de la fondatrice Patrisse Khan-Cullors. Bon, dernièrement elle a été dans les médias parce que elle vient de s'acheter une nouvelle propriété. La propriété elle coûte 1,4 million de dollars. Bon, elle a acheté cette maison là dans une communauté où bon 1,4% seulement de la communauté est noire, donc c'est une communauté majoritairement blanche. Bon, elle a commencé à recevoir énormément de critiques par rapport à ça. Tu es en quelque sorte la fondatrice de Black Lives Matter et tu t'en vas t'enfermer en fait dans une communauté majoritairement blanche. Mais vous comprenez aussi que à Los Angeles, disons, il n'y a pas réellement une communauté de noirs millionnaires, etc. Donc bon, je trouve que c'est un couteau à double tranchant qui est dans ces situations-ci. Mais après, vous comprenez, c'est pas réellement juste ça le problème dans l'histoire, c'est le fait qu'elle n'a pas réellement d'autres compagnies ou d'autres choses qu'elle fait qui pourraient lui rapporter tellement d'argent qu'elle peut s'offrir une maison à 1,4 million de dollars littéralement en Californie. Bon, les gens ont commencé à l'accuser, ok, de détourner les fonds de la compagnie Black Lives Matter et c'est même pas la première fois qu'ils se font accuser de cela. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année passée, ils ont reçu des milliards de dollars et jusqu'à maintenant, il y a un point d'interrogation sur où cet argent-là est parti. On n'a pas de réponse jusqu'à maintenant et ça dure depuis plusieurs années. Dernièrement, même il n'y a pas longtemps, il y a le parent d'une victime en fait qui les a exposés. Ok, ils ont utilisé bon le visage de son fils, etc. pour leur compagnie, pour leur slogan, etc. Le père, il n'a pas reçu 1 centime ok de la compagnie alors qu'ils ont utilisé le visage de son fils décédé pour récolter tout cet argent-là. Bref, et ce n'est pas tout parce que ce n'est pas juste une seule maison qu'elle s'est payée, elle s'est payée 4 maisons. Même certaines personnes qui possèdent des compagnies ne peuvent pas s'offrir 4 maisons. Le 1,4 million là, c'est la maison la plus chère qu'elle vient bon d'acheter. Ils se sont achetés un ranch en Géorgie, ça ils ont pas donné le prix. C'est quand même plusieurs hectares. Ils ont acheté aussi une autre maison en Californie. Ça a coûté 510 000 dollars. Ils ont payé un 4 chambres salon à 590 000 dollars. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant du fait que la compagnie Black Lives Matter n'ont pas expliqué où la majorité de leur argent va. Il y a encore beaucoup de mystères autour de l'argent, les fonds qu'ils reçoivent, etc. Mais ça fait un bon bout de temps que les gens commencent à sortir des GoFundMe ou d'autres associations à part Black Lives Matter. C'est drôle, mais c'est même pas juste eux. Il y a plusieurs autres compagnies aussi, associations qui sont coupables de ça. Mais je trouve que Black Lives Matter, c'est vraiment important de parler de ça parce que c'est carrément un slogan, c'est devenu un slogan. Ils sont internationalement connus maintenant. Quand les gens sortent dans les rues, c'est pour crier Black Lives Matter. Derrière la compagnie, il y a énormément de personnes qui ne sont même pas de notre propre communauté qui travaillent là-dedans. Plein de trucs comme ça, ok, vraiment louche, mystérieux, suspect, qui doit être surligné. Il y a beaucoup de tragédies qui sont arrivées au sein de la communauté noire qui ne sont pas surlignées par la compagnie et c'est très bizarre si vous êtes pour justement la communauté. Comment ça se fait qu'il y a certaines tragédies qui n'ont jamais été surlignées? Moi en fait j'ai réalisé l'ampleur de la chose que quand j'ai regardé une vidéo qu'un youtubeur a fait, il s'appelle Troy's TV. Ok, je vous conseille de regarder la vidéo qu'il a fait sur la chose. Malheureusement la vidéo est en anglais pour les non bilingues. Bon, beaucoup de personnes ont des critiques aussi par rapport à certaines idéologies que la compagnie même pousse en avant comme un point moi personnellement qui m'a beaucoup dérangé. Je dirais vraiment c'est un peu la destruction en fait de la famille nucléaire. Qu'est-ce que c'est que la famille nucléaire? Bon, je l'ai traduit de l'anglais au français, mais techniquement c'est une famille papa, maman. Tu sais, ils essayent de recréer en fait l'image familiale, etc. Mais vous comprenez, c'est même fou que cette compagnie-là se dit pro-black. Tu sais, vous connaissez le problème de famille monoparentale que la communauté est là, vous-même vous poussez quand même l'idéologie d'enfants qui grandissent sans mère ou sans père. C'est extrêmement bizarre, mais franchement, moi je trouve
conseille fortement de commencer à faire vos recherches sur cette compagnie-là. Beaucoup de choses louches, comme le fait que certains partis politiques justement utilisent cette compagnie-là pour se faire élire. Beaucoup de célébrités se cachent derrière le mouvement même, poussent le mouvement sans réellement se renseigner qui et qu'est-ce qu'il y a derrière cette compagnie-là. Ils font de l'argent sur des décès carrément et l'argent n'est même pas redistribué à la communauté noire. Les gens techniquement commencent à se réveiller parce que après la nouvelle là, que la fondatrice elle vient de s'acheter une maison à plus de 1 million de dollars, ça fait plus de tapage que je le croyais, donc je pense que c'est un signe que les gens commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette fondation là. Mais bon, comprenez, combattre le mal par le mal, etc., ça ne fonctionne pas réellement. À la place de juste cracher une question à la compagnie, c'est mieux de rediriger toute cette énergie et tout votre argent vers d'autres compagnies. Faites vos recherches avant de donner à des compagnies. Je pense que je le dis toujours, ne donnez jamais aux gens juste pour donner. Les compagnies, où va l'argent, qui fait quoi, qui est le fondateur, c'est quoi, à quoi l'équipe ressemble. Écoute, il faut toujours que tu fasses ça avant de donner de l'argent à une association. Moi, je suis venue vous parler de ça, pas vous dire ah c'est fait exposer. C'est plus pour vous dire faites vraiment attention. Vous faites la publicité de quel genre d'association. Faites vos recherches aussi sur quel genre d'association vous poussez de l'avant. Cette histoire-là, ça va plus... C'est plus profond que vous le pensez. Rien n'est poussé en avant pour rien. Rien ne vous sera suggéré pour aucune raison valable, etc. Surtout par certains gouvernements. Bref, that's it pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, ce point-là, c'est vraiment juste pour vous encourager à faire vos recherches. Et ouais, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez des points d'aujourd'hui. Azealia Banks, Khloé Kardashian, Janet Jackson, you know, vraiment tout ce que je vous ai dit, ok. Puis on se reverra dans ma prochaine vidéo qui sortira bientôt. Je vais faire mon maximum pour que cela arrive. Alors, si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors, comme toujours, gros bisous, puis bye.